Le principe de la diligence, c'est de passer une heure avec un professionnel ou une professionnelle qui nous explique son expérience et son métier ou une partie de son métier. Et aujourd'hui, on va passer une heure avec Yann. Alors du coup, j'ai mis digital artiste. Mais du coup, tu vas nous Ouais. expliquer un petit peu ce que tu fais. Tu vas revenir sur ton parcours et surtout aujourd'hui, tu vas nous parler de photographie infrarouge. Donc moi, j'ai hâte d'entendre tout ça parce que je n'y connais rien, comme je te l'ai déjà dit. Bah, Donc super, je te écoute, laisse ça va être le micro l'occasion est ouvert. de découvrir de nouvelles choses et puis voilà. Et j'espère que les personnes qui nous regardent seront nombreuses et qu'elles aussi vont découvrir pas mal de nouvelles choses. Donc, je suis Oui, tu as mis digital artist, effectivement, c'est le terme qui regroupe le mieux, on va dire, tout ce que je fais parce que j'ai beaucoup d'activités et certaines sont plus ou moins intéressantes d'ailleurs, mais celle qui me passionne le plus, en tout cas, c'est pas forcément celle qui me fait vivre, mais c'est celle dans laquelle je tripatouille en permanence, c'est justement la photographie infrarouge. Donc c'est pour ça que je t'ai proposé, Sarah, de parler de ça, en espérant que ça intéresse tout le monde. Alors, qui je suis déjà pour commencer? Je fais pas mal de choses et j'ai fait pas mal de choses. Donc j'ai différentes activités. Je gère principalement un studio de photo et de retouche photo. Donc je fais des prises de vue pour des marques, pour des entreprises. Je le fais via un studio qui s'appelle Flowim que j'ai ouvert en 2016, donc ça fait 4 ans maintenant. Auparavant, je dirigeais une entreprise qui s'appelait Pixus et on faisait la même chose, sauf qu'on était deux. Maintenant, je travaille en solo. J'interviens aussi en tant que professeur. Enfin voilà, j'ai toute une espèce de petite galaxie d'activités autour de l'imagerie fixe, donc photo, retouche photo, etc., enseignement photo. Sauf qu'aujourd'hui, je vais vous parler, donc, comme je le disais, principalement plus de photographie infrarouge. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent déjà, qui s'y intéressent un petit peu. Comme on a qu'une heure, je ne vais pas rentrer trop loin dans tout ce qui est technique, mais je vais surtout vous faire découvrir le type d'image que ça permet de générer. Alors, je reviens juste très rapidement sur mon parcours, comme ça vous me cernerez peut-être un peu plus. Donc, Pixus, c'était la société que j'ai créée en 2009, donc ça fait 11 ans déjà, 11 ans maintenant, directement à la sortie des études et qui m'a permis de faire un peu mes armes dans tout ce qui était le milieu de l'image photographique publicitaire. Donc c'est vraiment ce qui constitue le cœur de mon métier encore aujourd'hui, hein. Donc la retouche d'image pour tous les visuels publicitaires. Donc on avait des bureaux à Montmartre où nous étions deux co-associés, souvent des stagiaires, voire des freelances qui travaillaient avec nous. On a travaillé pour beaucoup de marques, donc toute une galaxie de magazines, de marques de l'industrie, de la mode, du luxe, etc. En 2000, c'était 2014. 2014, on a ouvert un petit studio de location, donc c'était l'occasion de drainer un nouveau public autour de ce studio. Donc voilà, c'était comme ça que j'ai entre autres constitué mon réseau professionnel, puisque beaucoup de photographes venaient dans notre studio et ensuite cela permettait euh, de les avoir comme clients pour tout ce qui était retouche photo post-prod. Donc ce lieu était un lieu un peu pluridisciplinaire puisqu'il servait aussi justement de galerie d'expo. Donc on pouvait organiser des vernissages dans le lieu, dans le studio, une fois vidé de ses équipements. Depuis Flowim, je l'ai installé à Tours. Je me suis décentralisé. J'ai quitté la capitale pour m'installer en province, comme on dit, puisqu'il y fait bon vivre et que la bière y est moins chère. Voilà, je suis installé à Tours depuis 2015, donc ça va faire bientôt 5 ans. Alors, comme je vous le disais, je vais pas vous parler de toute cette partie de ma vie, même si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais vous parler de la photographie infrarouge. Donc, la photographie infrarouge, moi, je m'y suis mis en 2008 pendant mes études à l'école des Gobelins. Et depuis, j'ai pas arrêté de progresser dans cette discipline et de progresser jusqu'à un point
d'inventer des choses, de nouvelles choses qui n'existent pas encore. Donc aujourd'hui, avec Pierre-Louis Ferrer, que vous voyez ici à gauche sur la photo, et Raphaël Gouja, que vous voyez ici, on a monté une association photographie infrarouge. Et cette association a pour but en fait de promouvoir cette technique photographique via des expositions, via des workshops, des formations, des masterclass, des tutos, etc., des articles. Donc on essaye vraiment de diffuser au maximum cette discipline photo. Donc on organise des expos, on en a fait beaucoup en 2016, 2017, donc on a eu plus d'une dizaine de lieux d'exposition à Paris qui ont drainé quand même un certain public et qui nous a permis de créer une petite communauté. Alors voilà, on a fait aussi pas mal de workshops de formation, donc des workshops via des écoles ou des workshops payants. Pour permettre au plus grand nombre de découvrir cette technique en les équipant de matériel spécialisé pour réaliser ces photos infrarouges. Donc d'ailleurs là vous voyez des photos infrarouges sur ces images. De même, donc avec cette communauté créée, on essaye de la regrouper et de l'animer autour de différentes plateformes en ligne, comme notre site web, infrarouge.photo, une chaîne YouTube, un groupe Facebook. Enfin voilà, c'est toute une galaxie. Voilà, bon, après toute cette petite présentation, vous devez vous demander, bon, d'accord, alors c'est bien joli, mais finalement, c'est quoi la photo infrarouge? Alors, je vais être obligé de passer par une petite partie technique, en fait, pour vous expliquer le fonctionnement de cette discipline. Alors, d'abord, je vais vous montrer quelques photos infrarouges, tout simplement, pour que vous puissiez visualiser un peu le rendu que ça peut avoir. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises en infrarouge. Je vous les passe un peu rapidement, n'hésitez pas à me redemander tout à l'heure d'y revenir hein, quand on passera aux questions-réponses. Donc, toutes ces photos, c'est des photos bon, voilà, que je prends. Elles ne font pas du tout partie de mon travail professionnel en tant que tel, c'est-à-dire que c'est des photos que je ne vends pas directement à des clients, qui m'arrive de vendre sous forme de tirage photo. Mais ce ne sont pas des commandes en tout cas. Donc vous pouvez découvrir le reste de mon travail à l'adresse qui s'affiche. Et maintenant, il faut que je vous explique comment j'ai réalisé ces images. Comment est-ce que ces images sont faites Le truc, c'est que il faut... Voilà, ici, voici un appareil classique, un appareil standard. Donc c'est, je ne sais pas si vous voyez à la webcam, c'est peut-être un peu petit. Donc en gros, en coupe, voilà ce qu'on voit. Donc, un appareil standard, il a un capteur, le capteur que vous voyez ici, et c'est ce capteur qui va capter la lumière qui provient de la scène que l'on photographie. Et en fait, le capteur, c'est cette petite pièce-là, et ce capteur est composé d'une matrice dite de Bayer, donc avec le bleu, le rouge, le vert, ce qui va permettre de synthétiser, de recréer les couleurs en fait. Et il se trouve que le capteur, c'est une pièce de silicium, et par la nature de ce capteur en silicium, il va capter une étendue du spectre qui va être plus large que le spectre visible humain. En gros, notre appareil peut potentiellement voir plus que notre œil. Donc le spectre visible, hein, vous le connaissez, hein, c'est l'arc-en-ciel, en gros entre 400 et 800 nanomètres à peu près. Qui va du rouge au violet. Donc ça, c'est les couleurs que vous voyez, que je vois, qu'on voit tous les êtres humains. Et il va y avoir juste au-delà et en deçà de ce spectre d'autres radiations de lumière, les infrarouges proches et les ultraviolets. Et il se trouve que comme le capteur peut les capter, si l'appareil les captait tel quel, eh bien, il se trouve qu'il ne retranscrirait pas la scène
tel que notre œil l'a vu, ce qui serait problématique parce que on serait un peu déçu du boîtier de notre appareil photo qui ne nous permettrait pas d'avoir les bonnes couleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a un filtre qui est placé directement devant le capteur, un petit filtre un peu cyan clair comme ça. Alors ce filtre, vous ne le verrez sans doute pas à la webcam parce que c'est très petit, mais en gros, sur un appareil en coupe, il va se situer vraiment juste au-devant du capteur. Je ne sais pas si vous avez vu. Et ce filtre va permettre de couper en fait les radiations, les rayonnements qu'on ne souhaite pas. Donc en gros, les infrarouges sont coupés, ils sont supprimés. Alors, c'est là qu'on va pouvoir bidouiller les appareils et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut hacker les appareils. Donc l'idée pour hacker un appareil, ça va être de l'ouvrir. Donc aujourd'hui, ça devient compliqué à faire soi-même parce que les appareils sont tellement intégrés, tellement miniaturisés que tout démonter et réussir à tout remonter sans casser quoi que ce soit, c'est extrêmement difficile. Mais malgré ça, on va pouvoir faire appel à des sociétés qui sont spécialisées là-dedans et qui vont retirer cette pièce de verre, et la remplacer par un verre clair, un verre totalement transparent qui n'a pas de propriété optique. Donc, en fait, un verre qui va laisser passer les infrarouges alors qu'auparavant, on les coupait. Donc, du coup, notre appareil, je reviens sur le schéma précédent, n'a plus de pièce en verre qui coupe les infrarouges, mais une pièce qui les laisse passer. Donc en fait, on va avoir non seulement le spectre visible maintenant, mais on va avoir également les infrarouges qui vont être captés. Donc on va obtenir notre scène classique, telle que notre œil l'a vue, mais qui va tirer largement vers le rouge, puisqu'on va avoir toute une gamme d'infrarouges en plus qui va s'ajouter à l'image. Voilà, donc pour l'instant, pas très intéressant parce que tout ce qu'on a, c'est une image qui est très très rouge. Alors, là où ça va devenir intéressant, c'est que maintenant, on va bidouiller tout ça. C'est que, alors je vous remontre le fonctionnement, juste on enlève la pièce de verre, hop, et on peut la remplacer. Alors, cette pièce de verre, là, je vous ai montré qu'on pouvait la remplacer soit par un filtre clair, un filtre qui laisse tout passer, mais on pourrait aussi la remplacer par autre chose. Et là, vous voyez, l'idée, c'est de remplacer par un filtre infrarouge. Donc, un filtre infrarouge, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ce filtre infrarouge, il va laisser passer les infrarouges, lui, mais en revanche, il va couper tout le spectre visible. Donc, en gros, un filtre infrarouge, ça ressemble à ça. Et normalement, en webcam, c'est tout noir. Normalement, vous ne voyez rien. Et c'est normal parce que notre œil n'est pas capable de voir au travers de cette pièce de verre. Alors, si je mets une lumière derrière, normalement, peut-être, je ne sais pas du tout ce que ça donne en webcam, mais peut-être que vous voyez très faiblement un point rouge. Voilà. Et c'est tout. Donc, à partir de là, on va donc être capable de faire de la photo infrarouge en captant uniquement les radiations infrarouges. Alors, le truc, c'est que l'appareil, il n'est pas du tout prévu pour ça à la base. Et quand on va capter les infrarouges, il ne va pas trop comprendre ce qui se passe, l'appareil. De même, un appareil numérique, il a un petit logiciel, un micro-logiciel. Hein, et ce micro-logiciel-là n'est pas du tout fait, en fait, pour restituer correctement les infrarouges. Donc, c'est pour ça qu'on va se retrouver avec une image comme ça qui est un peu spéciale, un peu toute rouge. Et on va être obligé de passer ensuite en post-prod, en retouche photo, rééquilibrer un petit peu ces couleurs pour voir ce que l'on peut en tirer, ce que l'on peut en faire. Voilà, donc ce filtre, vous pouvez soit l'avoir directement sur le capteur comme ça, soit on peut le placer au devant de l'objectif, ça marche aussi comme je vous l'ai montré. Donc soit on l'intègre à l'appareil, soit on l'externalise et on le visse au devant de l'objectif pour obtenir le fameux rendu infrarouge. Alors, le truc, et c'est là que ça devient assez marrant, c'est qu'il y a tout un tas de filtres qui existent et on n'est pas obligé d'avoir que des infrarouges. On peut commencer à mélanger l'infrarouge avec le visible, avoir une part d'infrarouge, une part de visible, etc. Et ça va nous permettre d'accéder à des rendus totalement inédits. Et donc, par là, redécouvrir le monde avec plein de nouvelles couleurs, plein de nouvelles luminosités. Alors, selon les filtres, on va avoir tout un tas de rendus différents sur les matières qui réfléchissent les infrarouges. Et la matière qui réfléchit le plus les infrarouges qu'on va trouver dans la nature, c'est la végétation, la chlorophylle. Donc,
ces filtres sont nommés par des longueurs d'onde. Bon, je ne rentre pas dans le détail là-dedans parce que ça devient vite un petit peu technique. Mais selon le mélange qu'on va obtenir entre l'infrarouge et la lumière visible, on va obtenir des couleurs différentes. Donc, on va avoir des couleurs qui vont aller du jaune à l'orangé, puis une couleur plutôt crème, le blanc, toujours le blanc. Et ensuite, quand on est dans l'infrarouge pur, en fait, si je vous demandais c'est quoi la couleur infrarouge, bah, en fait, on ne sait pas. Il y en a peut-être une, hein, mais notre œil humain, il n'est pas capable de la voir, cette couleur. Donc, on n'a que du noir et blanc. On a la lumière infrarouge, la luminosité infrarouge, mais on n'a pas de couleur. Donc là, on est vraiment dans l'extrême infrarouge. On a des rendus très, très spéciaux, très contrastés, qu'on a assez peu l'habitude de voir, même pour du noir et blanc. Donc voilà le type de rendu qu'on obtient quand on est en infrarouge pur, c'est-à-dire quand on capte que de l'infrarouge sans lumière visible. Dès qu'on commence à remettre un petit peu de visible dans la sauce, ça nous redonne des rendus qui vont être colorés. Alors, je continue avec l'utilisation de la photo infrarouge. À quoi ça sert finalement? Ça peut servir à différentes choses. La photo infrarouge existe depuis longtemps, hein. Ce n'est pas le numérique qui a mis ça en place. Il y avait déjà des pellicules infrarouges à l'époque, pellicules infrarouges noir et blanc et pellicules infrarouges couleur, notamment celle de Kodak. Et il se trouve que la photo infrarouge à la base n'était pas du tout destinée à faire de la photographie artistique. On s'en servait pour différentes applications techniques que je vais passer très rapidement en revue. Donc, on a l'infrarouge lointain, c'est le thermique, donc tout ce qui permet la vision nocturne. Donc, c'est pour notamment la police, les militaires, etc. Donc, quand on va très loin dans les infrarouges, plus loin que ce que permettent les appareils photo classiques, on va pouvoir voir la chaleur dégagée par les objets. Donc, c'est le thermique. Ensuite, la police scientifique, elle, s'en sert pour voir au travers de différentes choses. Par exemple, ici, vous voyez, quand on barre des choses avec différentes encres, on peut voir au travers grâce à l'infrarouge. Combiné avec certaines lumières, on peut voir des taches de sécrétion liquide humaine. On va pouvoir, dans le médical, voir au travers de l'épiderme, ce qui va pouvoir nous permettre de visualiser les veines ou certains caillots de sang ou autres. Là, vous voyez d'ailleurs, tout à droite ici, on a une animation avec une caméra qui filme et projette en même temps. Donc, on peut directement avoir... c'est comme si on voyait au travers, en fait. Ça donne l'impression qu'on voit au travers. Donc, on peut détecter comme ça différentes pathologies. Ensuite, on a tout ce qui est infrarouge pour la cartographie, l'agriculture, la sylviculture. C'est toujours utilisé, hein, notamment l'Office national l'Institut national forestier s'en sert toujours. Donc, ça permet de voir la santé des arbres. En gros, plus l'arbre est rouge, plus il est en bonne santé, et moins il est rouge, plus il est en mauvaise santé. Et selon les couleurs, on peut déjà détecter, grâce à des vues aériennes, les différentes maladies qui peuvent affecter la végétation. Et on s'en sert aussi dans les musées pour la restauration et pour authentifier les œuvres d'art lors de ventes aux enchères. Là, vous voyez une image, une peinture de Picasso, et on voit qu'en dessous, il y avait une esquisse qui avait été faite. Donc, on peut voir au travers des pigments. Et après, il y a les applications artistiques. Alors, je vous montre un des photographes infrarouges les plus connus, qui a été pas mal popularisé ces dernières années parce qu'il a utilisé de la pellicule argentique infrarouge couleur. Et il a documenté la guerre au Congo notamment. Donc en fait, l'infrarouge couleur servait à détecter les militaires dans des zones boisées. C'est-à-dire qu'en fait, la végétation renvoie les infrarouges, mais les treillis de camouflage ne les renvoient pas. Donc des militaires qui en spectre visible avaient une tenue kaki dans une végétation verte, on ne les voyait pas à la jumelle. Mais si on prenait une photo infrarouge en très haute définition et qu'on venait zoomer sur le tirage, on arrivait à voir en fait dans un océan de rouge, eh bien, les petits points noirs, c'était les divisions d'infanterie qui étaient planquées en différents endroits. Donc initialement, l'infrarouge couleur a été, entre autres, développé pour ça. Et donc, Richard Moss a utilisé ces pellicules pour une série de photos. Ensuite, on a Ouija. Alors, je ne vais pas tous, il y a plein d'artistes infrarouge. Je vous montre rapidement des utilisations classiques.
Lui s'est servi de l'infrarouge combiné à un flash infrarouge pour prendre des photos de personnes dans le noir complet. Donc en gros, il déclenchait son flash infrarouge avec sa pellicule infrarouge et il pouvait prendre des photos très proches de gens dans le noir complet d'un cinéma sans être détecté. On peut faire plein de choses avec la photo infrarouge. Alors, le paysage s'y prête le mieux, mais on peut également faire du portrait. Donc, j'ai différents exemples de portraits. Et en portrait, un visage va rendre très différemment parce que la pigmentation de la chevelure, la pigmentation des yeux, le grain de la peau, tout va être très différent et on va avoir un aspect totalement autre que si vous regardez dans un miroir. Donc voilà, quelques petits exemples rapides de portraits infrarouges. Donc, vous voyez que les couleurs sortent de manière plutôt bizarre, plutôt étrange. Donc là, un autre exemple de portrait infrarouge, je vous montre juste la comparaison entre une prise de vue normale, et une prise de vue infrarouge. Vous voyez que les cheveux, la pigmentation des cheveux va être totalement différente. La végétation va renvoyer des infrarouges. Donc même là où on était totalement dans l'ombre, comme ici, eh bien, on va avoir de la matière. Et on peut voir au travers de certains pigments. Donc là, par exemple, les lunettes de soleil, on peut totalement voir au travers. Donc c'est pour ça, la photo infrarouge, on ne peut pas vraiment la falsifier en retouche en fait. Il faut vraiment déjà avoir un appareil qui est capable de capter. Souvent on me dit mais finalement on pourrait faire tout ça uniquement en retouche. Bah non, c'est pas vrai parce que on peut pas prévoir le rendu de certains pigments, de certaines matières dans les infrarouges. Et notamment là pour cette histoire de lunettes, on pourrait pas créer une fausse transparence uniquement avec de la retouche photo. Ensuite, alors ici, ce sont des couvertures d'albums que vous connaissez sans doute, hein, de disques. Dans les années 60-70, il y a eu une grosse vague un peu psychédélique qui s'est diffusée jusque dans les images réalisées. Et en fait, on a eu pas mal de pochettes de disques qui ont été faites avec de la pellicule infrarouge couleur. Et cette pellicule, c'est une pellicule qui est devenue un peu mythique pour cette utilisation-là. Donc c'est une pellicule qui donne un rendu très contrasté avec des arbres rouges, rosés. Et cette pellicule n'existe plus. Hein. Kodak, qui était le seul fabricant de pellicules infrarouge couleur, a arrêté la production parce que notamment ça coûtait cher à produire. C'est une pellicule qui se tenait pas très bien dans le temps non plus. Et a stoppé la production. Alors, je ne saurais plus vous dire quand exactement, mais c'est au milieu des années 2000, fin des années 2000. J'ai plus l'année exacte. Et voilà. Et il a été, donc une fois qu'on est passé en numérique, beaucoup de photographes se sont essayés à la reproduction de ce rendu infrarouge de cette pellicule Kodak mythique, mais en numérique. Ce qui a été très, très, très compliqué parce que à chaque fois, on devait passer par une phase de retouche assez importante. Donc, je me suis intéressé à ça aussi hein, depuis 2008 et j'ai pas mal bossé sur le sujet pour essayer de reproduire ce fameux rendu qu'on avait dans les années 60-70 avec cette péloche de Kodak, pour essayer de la reproduire en numérique. Alors certes, on arrivait déjà à la reproduire en numérique, mais une fois qu'on avait notre base de photos infrarouges, ça nécessitait quand même de grosses manipulations sur Photoshop avec la teinte, avec la saturation, la luminosité, pour parvenir à ce rendu-là. Donc, ce rendu, alors là, on est dans des rendus très roses. Hein. Alors, ça dépend de la luminosité des filtres utilisés, mais parfois c'est plus rose, parfois c'est plus rouge. Voilà. Ce rendu-là, il se trouve que j'ai réussi à le mettre au point finalement. J'ai beaucoup travaillé en essayant des combinaisons de filtres. Parce qu'évidemment, sur un objectif, on peut mettre un seul filtre, mais on peut en mettre plusieurs et obtenir de nouveaux rendus inédits. Et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on peut se dire qu'en photographie, tout existe et finalement, en infrarouge, et notamment en infrarouge numérique, il y a encore tout un terrain d'exploration, d'expérimentation qui existe. Donc, on peut trouver des choses et depuis 2008 et ensuite les années 2010, je me suis employé à tester tout un tas de filtres que j'ai combinés les uns avec les autres.
jusqu'à réussir à obtenir ce rendu-là. Et l'idée de ce rendu-là était en fait de l'avoir non pas après un bidouillage sur Photoshop, de cette reproduction de la Kodak Ektachrome, mais de l'avoir directement dans le boîtier dès la prise de vue. En gros, vous avez un appareil infrarouge donc qui a été modifié, pas un appareil normal. Vous appuyez sur le bouton et vous avez ce rendu-là. En essayant donc de reproduire le rendu de cette pellicule Kodak Aerochrome ou EIR. Elle a eu 2 appellations selon qu'on l'utilise pour le particulier, pour le grand public ou un usage professionnel. Donc ces rouleaux de péloche, il n'y en a plus, elle n'est plus fabriquée. Vous pouvez toujours en trouver sur eBay, mais vous allez les trouver à prix d'or. C'est de l'ordre de 80$ ou plus aujourd'hui, le rouleau de 24 ou 36 poses. Donc voilà, là je vous montre un petit peu. Donc ce filtre-là, j'ai réussi à trouver la formule qui permettrait de retrouver le rendu Kodak. Et je me suis rapproché d'un industriel états-unien qui a pu le produire en grande quantité avec un support métallique, la partie en verre, etc. Donc, à proposer un produit fini qu'on pourrait vendre au grand public. Donc ça, en gros, à droite, là, vous avez le modèle définitif, si vous voulez. Et ici, à gauche, vous aviez tous mes essais au début de différents filtres. Là, j'ai tout un sandwich de filtres de verre superposés les uns aux autres, donc qui m'a permis d'obtenir le rendu. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 filtres superposés. Donc ça, c'était lors de mes essais quelques années plus tôt, 3 ans plus tôt, pour arriver au rendu souhaité. Donc voilà, ça c'est le rendu qu'on a directement dans le boîtier quand on capture une scène. Donc là, vous avez l'aperçu en live view sur un boîtier. Dès que vous shootez, vous avez ça. Donc on peut directement obtenir des photos avec ce rendu rouge ou rosé dans le boîtier et sans avoir de grosses retouches Photoshop derrière. Donc ça, voilà, on a une véritable évolution dans la photographie infrarouge numérique. Et évidemment, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir s'en servir également en vidéo. Donc j'ai poussé le truc un peu plus loin, c'est que j'ai vraiment voulu essayer de comparer le rendu numérique obtenu avec mon filtre, donc ça c'est mon filtre ici, avec le rendu qu'on obtenait avec la pellicule à l'époque. Alors il faut savoir que la pellicule à l'époque, quand on l'utilisait, il fallait quand même un filtre devant. Généralement, c'est un filtre jaune ou orangé, ce qui donnait donc une végétation rouge ou rose. Et alors là, vous avez un petit comparatif entre la pellicule, l'aérochrome, et le filtre numérique, donc qui a été intitulé IR-Chrome, on l'a nommé comme ça. Donc voilà, vous avez le comparatif. À gauche, la version argentique, à droite, la version numérique. Donc ça a été développé, scanné, et là, le fichier brut a simplement été développé. Il n'y a pas de retouche Photoshop par la suite, c'est juste un développement de fichier brut numérique. Donc, on est relativement proche, vous vous rendez compte qu'il y a encore quelques petites différences, mais voilà, on a réussi donc finalement en numérique à émuler du mieux possible le rendu initial de la pellicule sans avoir de grosses opérations de post-production derrière. Et voilà, j'arrive aux 30 minutes, donc je vous ai présenté un petit peu ce qu'il était possible de faire avec l'imagerie infrarouge. Je pense que vous avez sans doute des questions. Ouais, il y a des questions, mais alors c'est dingue parce que tu as répondu. Il y avait une question qui arrivait et 10 minutes après, tu faisais la réponse. Donc, il y en a, alors c'était quoi cette question? non, mais il y en a eu plusieurs comme ça. Du coup, la première de Clément, c'était est-ce que tu passes dessus en post-prod ou est-ce que c'est le rendu natif? Donc, c'était la première. Alors, ça dépend. En fait, ça dépend des filtres. Parce que l'idée, alors pour le fameux filtre IR Chrome, le fameux filtre bleu cyan, celui-ci, l'idée pour moi, c'était vraiment d'obtenir le rendu en natif. C'est vraiment l'objectif que j'avais. C'était qu'il y ait le moins de post-prod possible derrière. Alors, j'ai quand même, je vais vous montrer un fichier brut. C'est que quand on prend un filtre infrarouge classique ou un filtre rouge et qu'on le met sur un appareil modifié,
l'appareil, il comprend pas ce qui se passe. Il n'a pas été configuré, il n'a pas été, son micro-logiciel n'a pas été créé pour ça. Là, on a un fichier infrarouge brut, donc avec un filtre infrarouge. Donc, c'est comme ça que ça sort. De base, voilà, on obtient ça. Et donc là, à partir de ça, on va pouvoir le modifier parce que l'appareil, il va enregistrer les luminosités, les couleurs, un peu comme il peut, quoi, en fonction de son firmware, de son logiciel. Donc on arrive à ça. Et généralement, ce genre d'images, dès qu'on les obtient sur... je vais vous montrer avec un petit logiciel rapidement. Quand on obtient ces images-là, la plupart des photographes infrarouges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de retrouver un rendu qui soit un peu moins étrange. Donc, ils vont essayer de se caler notamment sur ce que permettait la péloche infrarouge de Kodak. Donc, c'est-à-dire avoir à minima un ciel bleu. Donc l'appareil, en fait, je ne rentre pas trop dans la technique, mais un fichier numérique, c'est une couche rouge, une couche verte, une couche bleue. On synthétise l'ensemble du spectre des couleurs à partir de ces trois composantes principales. C'est la synthèse additive. Et l'appareil, lui, il va stocker les infrarouges là où il peut. Et généralement, il va les stocker principalement dans la couche bleue. Donc, si on inverse finalement la couche bleue et la couche rouge, vous allez voir ce qui se passe, on retrouve un ciel bleu. Et donc ça va être le rendu infrarouge classique. C'est qu'on fait à minima cette opération de post-prod pour rééquilibrer le fichier, pour qu'on n'ait pas l'impression d'être non plus sur une autre planète. Donc, histoire de nous donner un référentiel un peu plus connu, terrestre, le ciel bleu, on fait généralement au moins cette opération de post-prod. Donc, s'il y a bien une opération de post-prod à faire, c'est celle-ci. Donc là, je l'ai faite dans un autre logiciel que Photoshop, mais on peut la faire dans Photoshop ou dans d'autres logiciels de traitement d'images. On obtient ce genre d'image-là. Mais donc, voilà, le brut de capteur avec un filtre infrarouge classique, c'est ça. Entre autres. Voilà, ça peut être ça. Ouais, je ne sais pas si ça répond à la question. J'espère que oui, je pense que oui. J'espère. Il y avait une question et que je me pose aussi parce que plutôt que d'aller voir sur Wikipédia, je préfère avoir l'air bête en direct. Mais du coup, la question c'était de Clémence, ça c'est pas bête, c'est sa question à lui. Peut-on faire de la photo ultraviolet? Et ma question à moi, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, à moi surtout, la différence entre infrarouge et ultraviolet? Ouais, alors l'ultraviolet, ça va être de l'autre côté du spectre. Donc l'ultraviolet, ça va être le contraire, l'inverse de l'infrarouge en fait. Alors la ultraviolette, c'est plus compliqué. Et déjà, il y a deux types d'ultraviolet. Et alors, je ne suis pas 100% calé là-dedans, mais il ne faut pas confondre l'ultraviolet lumière noire pure, la phosphorescence. C'est des choses qui vont être très différentes. Alors, pour faire de la photo ultraviolette, ça va être beaucoup plus compliqué parce que généralement, l'ultraviolet en photo, on l'aime pas. C'est pas pour rien qu'il y a des filtres ultraviolets. Je sais pas si vous les connaissez. Quand on parle de filtres UV notamment, les filtres UV, finalement, c'est juste des filtres qui ont l'air d'être totalement transparents et qui sont censés couper les ultraviolets. Donc, en gros, les limiter. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ces filtres, ils servent plus à grand chose parce que les lentilles de nos appareils photo, donc directement la lentille de l'objectif, est traitée anti-ultraviolet. Donc, tous les verres sont traités anti-UV, que ce soit les verres de vos lunettes ou les verres des lentilles des objectifs. Donc, faire de la photo ultraviolette, ça va déjà demander des objectifs spécifiques. Donc, soit des objectifs qui sont très anciens, qui n'étaient pas traités ultraviolet pour pouvoir en faire, ou bien carrément des objectifs en quartz qui coûtent une fortune. Après, si on veut couper le spectre visible et n'avoir que les ultraviolets, eh bien, il va falloir acheter un filtre dit ultraviolet et pas le filtre transparent que je viens de vous montrer. Un filtre spécialisé qui, comme notre filtre infrarouge, ne laissera passer que les UV. Et ces filtres-là, ils coûtent bonbon par rapport à un filtre infrarouge. Je ne vais pas dire c'est le double, c'est pas tout à fait vrai, mais ça peut vite le devenir. Alors là, je ne réponds pas à la question, je tape un peu à côté et vous allez me demander, oui, mais ça rend comment finalement la photo ultraviolet? Mais en fait, ça va être un peu tout l'inverse. Alors, je vais vous inviter à aller sur le site de
Petit détail, d'ailleurs, Yann, vu que tu as partagé Ouais, simplement ta présentation, tout à l'heure, tu as donné un exemple, on m'a dit dans les commentaires, l'exemple n'est pas passé à l'image, parce que du coup, il devait être sur ouais. soit ton deuxième écran, soit sur une autre fenêtre. Parce que on est, C'était quel exemple? c'était juste la question d'avant. Oui, tout à l'heure. Ah oui, j'ai montré ça. C'était ça? Ah bah, Je sais du coup, pas moi, si je vous ne vois pas non voyez. plus. Parce Vous qu'en fait, voyez pas toi, là, vous voyez rien du tout. Ah ouais, c'est oui, pardon. deux Alors fenêtres oui, alors je suis sur un désolé. écran, ça marche pas. Alors, je vais juste repartager. C'est parce que je partage pas la bonne fenêtre. Ouais. Alors, je vais arrêter le partage de fenêtre et je vais reprendre le partage. Share screen et Ouais, voilà, pas de souci. excusez-moi. Alors, je recommence. Voilà, c'était ça la photo infrarouge brute que je voulais vous montrer tout à l'heure. Là, vous voyez normalement? Oui, oui, on voit bien là. Ouais, voilà. Donc là, si j'inverse le rouge et le bleu, c'était ça la démo, on retrouve ici un ciel bleu. Voilà, c'était ça ce que je vous montrais tout à l'heure. Et et la photo brute, vous l'avez peut-être pas vue non plus, c'est ça, une photo infrarouge brute. On n'avait vu ni l'une ni l'autre parce que c'était sur ton autre fenêtre. Voilà, oui, c'est pour ça. Donc voilà la photo infrarouge brute à gauche. Et à droite, vous avez une opération de post-prod basique qui est effectuée, qui est d'inverser l'utilisation des canaux rouges et bleus pour retrouver un ciel bleu, pour qu'on n'ait pas non plus l'impression d'être sur une autre planète. Mais là, on voit bien ici qu'il y a une réflexion massive du rayonnement infrarouge qui est opérée par la végétation. Donc ça, c'est via la chlorophylle. En fait, le rayonnement infrarouge est renvoyé comme un miroir. Donc c'est pour ça que c'est très lumineux. Du coup, tu voulais Et montrer un donc, site juste après pour la photo ouais, ultraviolet, c'est ça? exactement, ouais, c'était pour la photo ultraviolette. Parce que moi, je n'en fais pas parce que c'est très spécialisé et justement, ça demande beaucoup de moyens. Et en fait, ça va être tout le contraire. C'est que là, la végétation, vous allez voir en ultraviolet, c'est l'inverse. Elle va sortir totalement noire. De même, un visage, alors la plupart des visages, on va avoir toutes les aspérités, les taches de rousseur, etc., qui vont être décuplées. Là, voilà, ça, ce sont des photos en ultraviolet. Et donc ici, c'est du. À votre avis, c'est quoi là, ces traits-là? Si on est en photo ultraviolette. Si tu me poses la question à moi, tu t'es mal, t'es mal engagé. Ah, je suis mal barré. Ok. Attends, je réfléchis en même temps. Qu'est-ce qui arrête les UV et qu'on met sur la peau? Du maquillage Non. qu'on met sur la peau. Et qui arrête les UV avec des indices UV 3, 4, 5, La 10. peinture? C'est? La peinture, non. Non, la crème solaire. Ah, bah oui, bêtement. Voilà. Donc ici, c'est un portrait d'une personne avec de la crème solaire sur le visage. Donc ça va totalement arrêter les UV. Et c'est pour ça qu'elle sort noire en fait. Sauf que comme nous, on voit pas, pour nous, c'est une fois étalé, c'est transparent. Voilà, donc ça, c'est de la photo ultraviolette. Mais alors ça, c'est de la photo ultraviolette pure. Souvent, ce que la plupart des gens ont en tête quand on parle de photo ultraviolette, ça va plus être de la photo avec de la fluorescence. Donc, c'est-à-dire de la photo où on va mettre de la lumière noire donc on va éclairer avec de la lumière noire des objets qui peuvent réagir justement à ce type de lumière. Donc là, pour ça, il n'y a pas besoin d'appareil spécialisé en fait. L'appareil spécialisé aide, mais on peut le faire avec un appareil normal. Ok, du coup, j'avais une question pareille de celle dans la foulée à laquelle tu as répondu, je pense, parce que tu as dit que tu avais fait des essais en vidéo, mais il demandait est-ce que ce procédé-là d'infrarouge, du coup, peut être adapté aussi à la vidéo, donc au cinéma. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as En des fait, exemples? on peut faire, oui, tout à fait. On peut faire de la vidéo en infrarouge sans aucun problème, à condition d'avoir bien sûr une caméra ou un appareil modifié. Donc il y a les caméras de RED. Il y en a certaines justement où on peut directement enlever le filtre qui bloque les infrarouges. Alors je sais plus quel modèle c'est, comme je suis pas ultra calé en caméra, mais on peut filmer, ou même avec un boîtier réflexe, hein, des boîtiers full frame qui filment en 4K ou plus. Dès lors qu'il est modifié, on va pouvoir faire de la vidéo infrarouge. Et ensuite, là,
si elle est faite avec un filtre direct comme le filtre IR Chrome que j'ai conçu avec Polari, on n'aura pas à faire de post-prod, on aura directement un rendu avec des arbres rouges, etc., mais en vidéo. Mais oui, c'est tout à fait possible, ouais. Ok, alors question d'après. Il y avait, ouais, pareil, tu y avais répondu. La question de Clément, c'était aussi une question que tu as traitée. Quelle est la véritable plus-value de la photo infrarouge par rapport à des photos qu'on peut retoucher à l'infini sur Photoshop? Mais ça, tu y as répondu aussi pas mal. Ouais, alors moi j'ai un exemple pour ça, c'est je vais montrer, voilà, je vais montrer deux photos. Imaginons cette photo-là, si je demande à quelqu'un, je veux un rendu infrarouge sur cette photo-là. Si on utilise un plugin ou un filtre Photoshop, le plugin ou le filtre Photoshop qui va en un clic faire un rendu infrarouge, il va se dire ok, donc la végétation elle va sortir en blanc, en rose ou en rouge et elle va prendre tous les verts et elle va les passer en rouge. Et là, le problème, c'est qu'on a des matières différentes. On a ici donc de la végétation, de la chlorophylle, et là, on a du plastique qui ont des couleurs similaires. Donc là, en fait, sur Photoshop, on n'y arrivera pas. Alors que l'appareil photo, la véritable prise de vue infrarouge, elle ne va pas fonctionner avec des couleurs, elle va fonctionner avec des matières. C'est-à-dire que là, on a la matière végétation et la matière plastique qui vont réagir différemment. Photoshop ne connaît pas les matières. Photoshop, il connaît que les couleurs avec des valeurs. Donc, il va fonctionner sur des couleurs et des luminosités. Donc, autant quand il s'agit de la végétation, on peut un petit peu tricher, mais on ne peut pas prévoir le rendu infrarouge de toutes les matières qui existent sur Terre. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas savoir les pigments des vêtements, les matières métalliques, etc. Et en plus, ça change en fonction de la lumière, de l'éclairage, du soleil, des conditions météorologiques, etc. Donc, à part la végétation, on ne peut pas le tricher. Et l'autre problème, ça va être la luminosité. C'est que dans Photoshop, quand on prend une prise de vue standard comme celle-ci, la végétation telle que notre œil la voit, on va avoir des zones très sombres ici. Par exemple, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, là, venir retoucher ça, ça va être assez difficile parce qu'on n'a pas forcément l'information. Alors qu'en infrarouge, on va avoir une luminosité beaucoup plus forte. Donc, obtenir ce rendu-là à partir de cette photo-là, ça va demander quand même beaucoup de boulot. Donc, on peut si vous voulez, le tricher, ce rendu, mais soit au prix de gros efforts de détourage, de masquage, etc., soit au prix d'une dégradation assez avancée de l'image, de la qualité de l'image. Voilà. Et puis parce que finalement, le faire en post-prod, c'est quand même beaucoup moins fun. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, pour ma part, pour avoir déjà traité certaines photos classiques, des photos donc en spectre visible standard, et avoir essayé de les modifier à l'extrême pour qu'elles ressemblent à l'infrarouge, on n'arrive jamais au même rendu. Alors que c'est mon boulot important de modifier ce genre d'image, mais on n'y arrive pas, on n'arrive pas à donner la même patine, le même rendu. Ok, merci pour cette réponse très complète. Du coup, je vais te poser la question de Clément en la lisant parce que je ne suis pas sûre de ce qu'il veut vraiment savoir. Donc, je la lis. Peut-on faire varier le Colorivision pour faire varier l'intensité du rendu image à la façon d'un film polarisant qu'on peut tourner pour obtenir ce qu'on veut en termes d'image? Alors oui et non, je prends juste un filtre spécifique qui est à côté de moi si je le retrouve. Est-ce que je l'ai ce filtre? Non, je ne l'ai pas à portée de main. Alors, je suis désolé, je n'ai pas ce filtre à portée de main, sinon je l'aurais montré. C'est une question très intéressante, parce qu'en fait, il existe effectivement, pour les autres, des filtres qu'on peut faire pivoter sur eux-mêmes, donc des filtres qui tournent comme des filtres polarisants, et qui permettent, en fonction de l'angle choisi de ce filtre, d'avoir un rendu différent. En infrarouge, ça n'existe pas vraiment, en fait. On ne peut pas changer de rendu en tournant un filtre. Alors, des Chinois ont créé un filtre comme ça, qui est un mélange de filtre infrarouge et de filtre polarisant, et on peut changer le rendu en tournant, mais en fait, c'est totalement biaisé. C'est pas pour de vrai. On a l'impression que ça fonctionne et qu'on passe d'un rendu
où on a un fort mélange entre le spectre visible et les infrarouges, à un mélange où on va avoir beaucoup moins de visible et plus d'infrarouge. Mais en fait, ça ne fait qu'assombrir la photo et l'appareil s'adapte. Donc malheureusement, non, ça n'existe pas encore. On n'a pas la possibilité avec un filtre circulaire de faire varier le rendu infrarouge. Ce serait fantastique, mais pour l'instant, les filtres qui existent, c'est des filtres qu'on va trouver à eBay ou sur AliExpress à 20 euros, 25 euros. Et c'est finalement juste un mélange de gélatine ND avec de la gélatine rouge. Donc, aucun intérêt. Donc, non, c'est une très bonne idée. Et si tu arrives à le créer, ce serait top. Mais voilà, ça n'existe pas encore. Justement, superbe transition. Tu n'as pas fait exprès, mais il y avait deux Parfait. questions sur ton brevet, justement, par rapport à ta combinaison de filtres. Charles demandait si tu avais pu le breveter, donc, du coup, cette combinaison. Et la deuxième question de Clément, c'était comment ça se vendait. Tu me l'as déjà dit, mais. Alors, le truc, c'est que au niveau du brevet, un brevet international, c'est extrêmement compliqué là-dessus. Il se trouve qu'initialement, j'avais demandé à des fabricants, j'avais vu des fabricants français notamment, hein, mais bon, en France, on est généralement assez frileux sur ce genre d'innovation. Et en France, voilà, bon, les Français n'étaient pas vraiment intéressés. C'est vrai que c'est quand même plus ou moins un marché de niche, même si ça tend à se démocratiser. Là, depuis la sortie du filtre, de mon filtre IR Chrome, le filtre a été vendu et utilisé pour plein de choses différentes. Donc on va voir dans les années, les mois, les années qui viennent, des films cinéma qui vont sortir filmés avec ça. On a des clips qui commencent à sortir. Ça a été adapté sur des drones, etc. Donc bref, mais ça reste quand même, malgré ça, un marché de niche. Et donc il y a un brevet qui est déposé par la firme américaine aux États-Unis. Mais le brevet n'est pas mondial. Et de toute façon, brevet ou pas, les Chinois sont déjà en train de copier le filtre. Donc voilà. Après, au niveau des ventes, alors au niveau des ventes, c'est assez marrant parce que la révision à la base, quand on a commencé à prendre contact et à échanger sur le sujet et à voir comment est-ce qu'on pouvait s'arranger au niveau des matières premières et des tests, parce qu'on a fait quand même toute une phase de prototypage sur ce filtre, il se trouve que je me suis vachement blindé au niveau contrat avec un avocat, etc. Et le dirigeant de Colarivision me disait, mais pourquoi tu te blindes autant? Tu t'attends vraiment à ce qu'on fasse beaucoup de fric avec ce filtre? Je dis, bon, on ne sait jamais. Et il se trouve que finalement, il y a eu tellement de précommandes et de préventes que Colari, pendant plus de 6 mois, s'est retrouvé totalement débordé, totalement dépassé, parce que c'était une entreprise qui n'avait pas l'envergure d'absorber autant de commandes. Donc sur les premiers mois, il y a eu un engouement gigantesque. Et voilà, les ventes ont mis presque 8 mois, 10 mois avant de pouvoir être toutes honorées, toutes les commandes. Donc il a fallu tout un temps pour réimporter la matière première, refaire une seconde livraison, un second batch de filtres, livré, expédié dans le monde entier, etc. etc. Donc en tout cas, la première année, l'année du lancement, donc l'an dernier, 2019, ça s'est extrêmement bien vendu. Ouais. Il y a eu un réel engouement, sachant que le filtre est disponible en vissable dans tous les diamètres. Hein. Vous avez du 52 mm jusqu'au 82 et après jusqu'au format carré pour les matbox de caméra Cinoche. Donc voilà, plein de gens ont testé. Ça s'adapte aussi sur les drones, hein, sur le G Mavic. Voilà, donc oui, ça se vend plutôt bien, malgré le côté marché de niche. Il y a eu un gros engouement parce que ce qui freinait notamment les gens qui font du cinéma et de la vidéo à utiliser ce genre de filtre, c'était la partie post-prod. Parce que même si ça paraît très basique, ce que je vous ai montré à l'écran là, d'inverser le canal rouge et le canal bleu, il se trouve que ça paraît tout con comme ça, mais une fois qu'on l'applique à une image, c'est quand même très destructeur pour l'image. Et là, on est sur un fichier RAW 20 mégapixels d'appareil photo, donc il n'y a pas de problème. Mais quand on le fait sur une vidéo, ça défonce la qualité de la vidéo. Donc la partie post-prod, voilà, les gens de l'image animée, de la vidéo, étaient frileux pour ça. Mais avec ce filtre, comme on a la possibilité d'avoir de l'image sans grosse post-prod derrière, là, ça devenait intéressant pour toute cette partie-là de l'industrie. Donc voilà, donc 2019, ça s'est vendu comme des petits pains. 2020, ça avait très bien commencé, et puis est arrivé ce que vous savez. Voilà.
Ouais, comme tu dis. Moi, j'aimerais bien te proposer quelque chose pendant les minutes qui restent, parce que mine de rien, c'est passé bien vite. C'est que tu nous montres des photos à toi que tu apprécies particulièrement, et puis surtout que tu puisses nous parler un petit peu de ces photos précisément, du processus voilà, que tu as mis en place pour les prendre, pour la post-prod, etc., etc. Ouais, Si ça te va. Mais je vois que tu as un ouais, dossier bien complet, sûr. donc ça devrait aller. Yes, ouais, j'ai un dossier complet. Bon, je vous file juste le lien, comme ça vous pouvez voir. Il y a différents projets, donc soit sur Instagram, soit sur Behance, où notamment j'ai mes photos infrarouges, enfin principalement mes photos infrarouges d'ailleurs. Voilà, hop, comme ça vous les avez et vous pouvez jeter un coup d'œil. Alors au niveau de l'infrarouge, j'ai quand même j'ai pas mal avancé dans la façon dont je les retouche. Et c'est vrai que la retouche va être différente selon le filtre utilisé. En général, euh, En général, on a toujours la même opération de devoir inverser les canaux rouges et bleus à chaque fois. Donc sur n'importe quelle photo prise en infrarouge, sauf avec le fameux filtre là que j'ai conçu, il va falloir modifier cela. Sinon, on se retrouve avec des rendus qui sont assez spécifiques, qui sont assez étranges. Après, il y a des photographes qui existent qui ne retouchent pas leurs photos, justement, qui vont les laisser telles quelles. Donc, je vous montre notamment les travaux de Kate Ballis, qui, elle, fait de l'infrarouge, mais qui, voilà, vous voyez un peu le rendu. Ça, c'est de l'infrarouge qui est quasiment non traité. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de retrouver un ciel bleu, on reste sur le rendu quasiment brut de capteur, juste en faisant varier un petit peu la teinte et la saturation, mais on n'y touche pas. Donc, c'est de l'infrarouge brut. Donc, ces photos ont connu un certain succès. Ce qui est intéressant aussi, c'est que petit à petit, alors pour l'instant, ça paraît, comme je vous le disais, toujours assez confidentiel, ça reste un marché de niche, mais outre le cinéma et l'industrie du clip qui commence à s'intéresser à ce type de rendu, on a l'industrie publicitaire aussi qui s'intéresse de plus en plus à ces images. Je vous en montre juste quelques-unes. C'est des images qui commencent à sortir là en 2019, 2020. Si vous voulez, l'infrarouge qui était vraiment confidentiel jusque-là, et 6-7 ans après les travaux de Richard Moss, dont je vous ai parlé précédemment, et bien voilà, on commence à avoir ce rendu qui pénètre l'industrie publicitaire. Donc voilà, je vous les montre rapidement. Donc, à mon avis, ça va être visuellement une grosse tendance des mois, voire années à venir. Mes photos après. Alors mes photos, ça dépend parce que je ne peux pas te répondre en global, Sarah, là-dessus, puisque selon le type de photo, on va avoir à chaque fois une post-prod qui va être très différente entre ce qu'on a directement dans le boîtier et ce qu'on obtient en sortie, quoi. Donc en général, il y a toujours tout un tas de choses. Alors le plus simple, c'est que je vous montre. Hop, je vais prendre ça. Et je vais prendre, alors on va ouvrir sur Photoshop une photo. Je ne sais pas s'il y a des questions entre-temps, le temps que le logiciel se lance. Pour l'instant, je ne vois pas qui arrive, mais Ok, si ça je te arrive, dirai, je te préviens s'il y a quelque chose. ça marche. Alors, hop, je vais prendre ça. Voilà. Alors, l'infrarouge, c'est vraiment très différent en prise de vue par rapport à la prise de vue standard. Généralement, quand on fait des photos classiques, que ce soit paysage ou autre, on va privilégier les levées de soleil ou les couchers de soleil. On va être vraiment à la blue hour ou la golden hour, etc. En infrarouge, ce qu'il faut, c'est un max de soleil, parce que qui dit max de soleil dit maximum de rayonnement infrarouge et donc de réflexion infrarouge sur toutes les matières qui vont les renvoyer, et notamment la végétation. Donc en fait, le meilleur horaire pour aller faire de la photo infrarouge, c'est midi. Alors que généralement, on dit non, on ne fait pas de photo à midi, les ombres sont trop dures, etc. Donc là, c'est totalement l'inverse de la photo classique.
Donc là, sur des photos comme ça, voilà un peu la base qu'on a quand on est brut de capteur. On obtient ce type de photo. Alors, j'ai des petits bidouillages dessus hein, pour affiner un petit peu certaines zones, que ce soit via le contraste ou via la luminosité de certaines parties de l'image. Et après, va intervenir toute la partie vraiment retouche à proprement parler, et notamment cette fameuse inversion des canaux où on va inverser les composantes rouges et bleues. Donc en gros, concrètement, hein, tout ce qui est rouge devient bleu, et tout ce qui est bleu devient rouge. Donc quand on fait cette opération de retouche, voilà, on inverse toutes les composantes de couleur de l'image. Et ensuite, bon, il y a des travaux classiques de retouche photo qui interviennent. Hein. Ça va être l'ajout de luminosité, de contraste, de saturation dans certaines zones. Hein. C'est du masquage classique dans Photoshop. Et voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais la plupart des photos, je vais les traiter de cette façon-là. Alors après, tu me disais au niveau du traitement, il y a certaines photos qui sont très peu traitées. Par exemple, si je montre ces photos-là, qui sont des photos d'une crue en 2016, il y avait une telle lumière parce qu'en fait, quand on fait de l'infrarouge, les conditions météorologiques sont très importantes. Alors, c'est assez marrant parce que généralement, on ne fait pas forcément attention à ce facteur-là quand on va faire de la photo. En infrarouge, finalement, les taux d'hygrométrie, le voile du ciel, toutes ces infos dont on se fout éperdument en général, qui sont plus du ressort justement des pilotes, par exemple, eh bien, vont prendre leur importance en infrarouge parce que vont conditionner le rendu. Et là, sur des photos comme ça, eh bien, il n'y a quasiment pas de retouche. J'ai simplement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans le logiciel, inversé le canal rouge et bleu, et ce rendu était presque directement là, en fait, sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Donc ça dépend énormément des conditions solaires et des conditions atmosphériques du moment. Et en fait, plus ces conditions vont être mauvaises, moins le rendu infrarouge va être impactant, percutant, et on va devoir compenser avec des opérations derrière de post-prod qui vont venir rattraper tous ces éléments qui vont être moins, voilà, dont le rendu va être moins réussi. D'accord, merci. Voilà. J'ai une question de Clément qui est arrivée là. Est-ce que tu maîtrises assez l'infrarouge aujourd'hui pour avoir envie de faire d'autres recherches sur d'autres types de photos, ou est-ce que tu as encore envie et besoin de creuser le sujet? Bonne question. Merci pour ces questions qui sont vraiment très bonnes, je trouve. C'est des très très bonnes questions. Alors, oui et non. C'est quelque part, oui, j'ai envie de continuer dans l'infrarouge parce que ça me passionne, et maintenant, depuis 2008, je vois les progrès réalisés entre ma toute première photo infrarouge qui était un beau petit foirage monumental, sachant qu'à l'époque, on pouvait faire de la photo infrarouge sans modifier le boîtier, mais c'était à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est plus possible. Les boîtiers ont trop évolué, donc on ne peut plus le faire. Mais à l'époque, en fait, il suffisait de faire une pause très longue, 30, 40, 50 secondes, avec le filtre infrarouge en place, et on obtenait le rendu. C'est-à-dire que les filtres qui coupaient les infrarouges étaient pas suffisamment performants, et on pouvait avoir le rendu directement dans le boîtier sans modifier l'appareil, mais à condition d'accepter de poireauter 30 secondes à côté de son trépied. Donc depuis toute cette époque-là, j'ai beaucoup progressé jusqu'au filtre, et je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même un terrain d'expérimentation qui est très très vaste, et où il y a encore peu de gens qui sont engouffrés. Et je trouve ça génial qu'il y ait encore des zones comme ça technologiques où on peut découvrir plein de choses, où on peut un peu être pionnier en photographie. Donc oui, je vais continuer à chercher en infrarouge parce qu'il y a peut-être d'autres filtres à trouver, d'autres rendus à explorer. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment toutes les techniques photographiques qui nous permettent de rendre l'invisible visible. Donc, l'infrarouge notamment. Je me suis aussi lancé dans la photographie Kirlian. Donc, j'ai pas de photo là malheureusement parce que j'ai pas préparé ça, mais il y en a sur mon Instagram. Il y a une photo d'une feuille, et en fait l'idée c'est de prendre des photos dans le noir complet d'objets. Donc ça limite énormément les sujets, hein, de choses ou d'objets inanimés, et de faire passer des courants électriques de l'ordre de 50 000 à 75 000 volts dans cet objet. Et en fait, on en obtient la trace électrique.
Et voilà, un peu comme, je ne sais pas si vous devez voir ça, ces fameuses boules qu'on a parfois, genre dans les boutiques Cité des Sciences et compagnie, où on met le doigt dessus et on a un petit arc électrique qui se forme autour entre le centre du globe en vert et le doigt posé à la surface. C'est un peu le même principe, sauf que voilà, on va faire passer un courant de très fort voltage dans l'objet et obtenir donc son contour en électricité. Son contour, mais parfois aussi l'intérieur sur les objets un peu transparents, comme les végétaux, je sais pas, les champignons, des feuilles, etc. Voilà. Donc, je continue mes recherches dans autre chose, et notamment cette photographie Kirlian. Donc là, je m'y suis mis beaucoup plus récemment, parce que l'appareillage est très complexe quand même à réaliser, et obtenir un courant qui ne soit pas dangereux non plus lorsqu'on manipule, ça demande quand même pas mal de précautions et d'essais, souvent infructueux, avant d'y arriver. Donc voilà, donc oui, je me lance dans autre chose, Clément, et mes recherches maintenant s'orientent un peu plus vers cet autre aspect de la photo. Et voilà, tous les milieux enfin toutes les techniques d'imagerie où justement on arrive à mettre en avant l'invisible sont des techniques qui me parlent énormément. Du coup, pendant que tu parlais, il y a deux grandes questions qui sont arrivées, donc je vais te les lire. Je vais te les lire comme ça parce que comme on dépasse largement mes domaines de compétences, je ne peux pas les reformuler. Donc, la question de Loris, c'est lorsque tu transposes les couleurs infrarouges, le fais-tu en respectant une proportionnalité par rapport au spectre visible pour essayer d'imaginer quelles seraient les couleurs réelles de l'infrarouge telles qu'on les verrait si le spectre se répétait de manière logarithmique, ou es-tu créatif dans la façon d'interpréter les fréquences capturées? De toute façon, on est obligé de les interpréter parce que cette couleur infrarouge, on peut pas, enfin, de toute manière, le logiciel n'est pas conçu pour les montrer. Enfin, quand je traite sur Photoshop après, et mon écran ne serait de toute façon pas capable de me les montrer. C'est que on peut percevoir. En fait, l'appareil, tout ce qu'il fait, c'est qu'il nous traduit la lumière infrarouge en quelque chose de visible. Juste la lumière. La couleur infrarouge, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait. Si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer la couleur de l'infrarouge, comme il y a le mot rouge dedans, vous allez voir un truc un peu rouge, mais on peut pas le traduire en fait. C'est que même si on fait une échelle en termes de longueur d'onde, la couleur en tant que telle ne peut pas suivre une échelle. Donc c'est pas possible. Alors après, au niveau du visible, et moi ce que j'essaie de faire, c'est de respecter le filtre la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on a un mélange entre de l'infrarouge et du visible, ce qui va nous donner justement des rendus différents. Comme je vous le disais, des rendus dorés, des rendus plus orangés, des rendus violacés comme ici, etc. Ou des rendus bleus. Donc ça, je vais essayer de le respecter par rapport au filtre utilisé. Et ça m'arrive de totalement le modifier, d'être créatif et de n'avoir aucun respect pour ce que j'ai capturé, si vous voulez. Mais la plupart du temps, voilà, je vais au moins respecter le filtre utilisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'inverse ma couche rouge et ma couche bleue, si un arbre est bleu, il va se retrouver jaune. Donc, je vais garder ça. Je ne sais pas du tout si ça répond à la question, mais la question n'est pas évidente. Je ne peux pas te dire si ça répond ou pas. Il y avait une question de Charles juste après, qui était justement par rapport au fait que tu doives penser en amont au filtre que tu vas utiliser. Sa question, c'était pour avoir le moins possible à retoucher en post-prod. Donc, j'imagine que tu dois penser à l'avance les couleurs que tu veux pour tes photos, vu que tu dois changer ton filtre à chaque fois. Est-ce que ça n'empiète pas parfois sur la spontanéité de ton travail? Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, j'ai adapté ma façon de bosser parce que le problème des filtres, c'est que il se passe un truc assez chiant, c'est qu'au bout d'un moment, alors on se retrouve dans son sac photo avec plein de trucs comme ça, on a plein de boîtes, et on passe son temps, quand on est en shoot, à dévisser du filtre et à revisser du filtre, sachant qu'il faut après faire la balance des blancs. Enfin bref, on perd énormément en spontanéité et en fluidité. Donc, et souvent, on va capturer la scène avec 50 filtres différents. Pourquoi? Parce qu'on a cette curiosité, on a cette naïveté enfantine. Et on va se dire, attends, mais si j'essaye avec ce filtre, comment ça rend? Et avec celui-ci, et avec celui-là. Et c'est vrai qu'au début, on veut tout essayer et avoir tous les rendus possibles. Aujourd'hui, j'essaye d'arrêter ça. Alors, sur mon Behance, dont je vous ai donné l'adresse précédemment, j'ai fait une série où j'étais à Madrid.
Et là, je me suis dit, je ne sors qu'avec un seul filtre. En gros, je choisis en amont le rendu que je souhaite, que ce soit donc les arbres blancs, jaunes, rouges, etc. Je mets mon filtre sur l'objectif et je n'y touche plus. Je ne modifie plus rien. Sinon, on va se retrouver après avec des séries qui sont totalement disparates, avec des photos très hétéroclites qui n'ont rien à voir. Par exemple, là, c'est con, mais je vous montre les crus. Je l'ai fait en rouge, je l'ai fait en jaune, je l'ai fait en crème, etc. Donc finalement, on se retrouve avec un arc-en-ciel de couleurs. Alors certes, c'est très vivant, mais si on veut vraiment faire une série construite, ce qui est encore plus complexe, eh bien, on va pas être aidé par le fait de varier de filtre toutes les 5 minutes. D'autre part, la technique infrarouge est tellement forte, tellement puissante visuellement, qu'elle a vite fait d'écraser le sujet dont on veut parler. Donc là aussi, c'est important de réfléchir en amont et de faire en sorte que l'infrarouge vienne appuyer le sujet et non pas le supplanter. Et là, ça, c'est très difficile par contre, et il y a très peu de photographes qui y arrivent. Richard Moss a réussi notamment, mais voilà, donc lui, il est vraiment au top en termes de. Il est parmi les photographes mondiaux les plus en vogue en ce moment. Après, faire un one-shot en infrarouge réussi, ça, voilà, ça demande un peu moins d'efforts. Voilà, je pense que ça répond un peu à la question. Alors du coup, j'en ai 2 autres. Et après, on va peut-être arrêter parce que sinon, on va finir à je sais pas quelle Ça heure. marche, on va dépasser, ouais. Voilà. Exact. Là, l'infrarouge permettant parfois de faire apparaître des choses cachées, t'est-il arrivé de découvrir des, entre guillemets, secrets? Alors, Tout ça. secret, oui et non. Alors, souvent, je fais le test parce que, par exemple, si on met un objet imaginons, on remplit un verre de vin rouge et on planque un objet dedans. Et on demande donc un vin rouge bien corsé, dont on ne peut pas voir au travers. Donc, si l'objet est en plein milieu du verre, normalement, on ne voit pas l'objet qui est au travers. Avec l'appareil infrarouge, je peux voir au travers. Je peux savoir ce qui est dedans. Donc, ça, on peut le deviner. Donc, je fais souvent le test comme ça, à montrer, expliquer aux gens qui ne connaissent pas l'infrarouge, justement qu'il y a une vraie spécificité et qu'on ne peut pas faire ça sur Photoshop. Je ne peux pas je peux pas faire apparaître l'objet sur Photoshop par magie. De même, je vous l'ai montré, quand on raye un texte, je demande à quelqu'un d'écrire un mot et ensuite de le rayer au marqueur, et avec mon appareil infrarouge, j'arrive à revoir le mot au travers. Bon, voilà, ça, c'est pas des secrets. Après, le truc que j'ai fait une fois pour la petite histoire, c'est que il m'est arrivé avec mon appareil infrarouge de reproduire un peu le scandale qu'il y avait eu avec Sony à l'époque, parce que Sony avait proposé un mode night shot sur ses premiers caméscopes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça date, hein, c'était vraiment tout début des années 2000, 2002, 2003 par là, 2001 peut-être même. Bref, Sony avait ce mode night shot, et en gros, ce mode night shot, c'était quand sur les caméscopes, on pouvait escamoter le filtre anti-infrarouge. Donc en gros, on pouvait transformer juste d'un coup de glissière une caméra standard en caméra infrarouge, et c'était combiné avec une puissante LED infrarouge. Enfin, c'était pas une LED, mais une lampe infrarouge. Donc on combinait caméra infrarouge avec éclairage infrarouge, ce qui est généralement utilisé par les chasseurs ou par les militaires pour voir de nuit. Et il se trouve que c'était tellement puissant leur système que des gens ont fini par s'en servir sans trop comprendre à quoi ça servait, et s'en sont servis en plein jour. Et il se trouve que quand on utilisait ce système-là en plein jour, eh bien, on pouvait voir à travers les vêtements. Alors, on voyait personne à poil, mais on pouvait deviner les sous-vêtements. Et moi, il m'est arrivé comme ça avec mon appareil infrarouge de pouvoir voir au travers d'un haut et de deviner la couleur du sous-vêtement en dessous. Voilà. Donc oui, j'ai pu deviner des secrets grâce à l'imagerie infrarouge. Donc Sony a totalement rappelé toutes ses caméras à l'époque. Le mode night shot a été largement bridé, et c'est pour ce genre de raison-là que que vous ne pouvez pas acheter d'appareil infrarouge de série sur le marché. Si vous allez à la Fnac et que vous demandez un appareil infrarouge, ça n'existe pas. Voilà, c'est bien pour ce genre de raison, parce que également, on a sur les billets ou d'autres objets un peu sensibles du même type, des mesures anti-contrefaçon qui ne sont visibles que dans les infrarouges et qui ne sont pas visibles pour l'œil humain. Donc elles sont cachées de notre vue. Et on peut les détecter avec l'appareil infrarouge. Voilà.
De même, si vous allez sur le site de Colorivision, donc la boîte américaine avec qui j'ai produit mon filtre, sur la série The Irishman de Netflix, ils ont filmé avec 2 caméras le visage de... Mince, j'ai plus son nom, l'acteur. Et il y avait une caméra standard et une caméra infrarouge avec du maquillage uniquement visible aux infrarouges. Donc en gros, il lui avait appliqué du maquillage, des croix de tracking en fait, et c'est la caméra infrarouge qui a traqué les points du visage, les points sur le visage, qui n'étaient pas visibles par la caméra normale. Et ensuite, ils ont pu obtenir donc le tracking complet du visage directement à la prise de vue grâce à une seconde caméra qui était dans le même axe, même focal, machin, que la caméra standard. Donc voilà, je pense que ça couvre un peu la question que tu me posais. Oui, j'ai vu des choses, des secrets, et notamment certaines mesures anti-contrefaçon sur des billets. Voilà. Ah oui. Bon, bah, je te remercie. Je pense on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 45. Ouais. Simplement, bon, j'ai Clément là, qui me dit de te dire, voilà, parce qu'on fait du lien, que tes photos électriques, entre guillemets, sont très belles. En tout cas, celle de la feuille qu'il a vue sur Instagram. Voilà. Donc, c'est un peu la seule pour l'instant, mais ouais. Tu as dit C'est un peu la dinguissimement seule belle. pour l'instant, mais je vais en faire d'autres, ouais. Ouais, bon, bah, on les suivra alors parce que c'est vrai que j'ai regardé du coup par la même occasion, effectivement, c'est magnifique. Donc, je te remercie encore pour cette présentation Merci à toi. très claire. C'était formidable. Et si tu veux aller jeter un œil aux commentaires après, regarder sur Facebook, puisque par chance, ça n'a pas Comme été ça, on coupé. peut continuer à échanger Voilà, exactement. si besoin. Nickel. Exactement. Impeccable. Merci à tout le monde d'avoir suivi en tout cas. Et puis merci à toi pour l'initiative. C'est vraiment génial. Ça m'a fait très plaisir. Voilà, bonne continuation à tout le monde. Et puis bon courage pour la suite. Et j'espère bientôt fin de ce confinement. Oui, à très très bientôt, j'espère. Salut Yann. Bisous tout le monde. Ciao.